Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Aujourd'hui, on va parler d'une langue dont j'espère vous avez entendu parler, l'espéranto. C'est parti pour le générique. Alors, l'espéranto, c'est une langue créée par l'homme. Il faut comprendre que l'espéranto se différencie des autres langues car c'est pas une évolution qui s'est faite dans le temps au fur et à mesure de brassage, de lois, de, de conventions qui ont permis que la langue existe, qui ont fait son existence. Au contraire, c'est un homme qui s'appelait Ludwig Leiser Zamenhof, qui était un Polonais d'origine, à l'époque où c'était l'Empire russe, qui, au début du XXe siècle, ou fin XIXe siècle, a décidé de créer l'espéranto. Alors, c'est une langue dite internationale, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est compréhensible pour un seul groupe de langues de la planète Terre, c'est-à-dire ceux qui parlent langue indo-européenne. C'est très simple, Zamenhof s'est rendu compte, comme beaucoup de linguistes, que les langues étaient reliées entre elles et qu'elles avaient des racines communes et donc une origine commune, et que si on faisait le boulot à l'envers, on pourrait éventuellement avoir des personnes de tous ces groupes de langues qui peuvent parler et communiquer dans cette langue-là. Aujourd'hui, on estime que l'espéranto est parlé dans plus de 120 pays, que son nombre de locuteurs serait entre 3 et 10 millions. Le Guinness des records en décrit 6 millions. On peut apprendre l'espéranto par Internet, il y a une multitude de livres. C'est une culture qui fait que les personnes se rassemblent au nom de l'espéranto, l'utilisent comme langue véhiculaire. Il y a des séminaires d'espéranto. C'est une langue donc qui ne peut pas être considérée comme une langue maternelle parce qu'il n'y a pas de pays qui estime utiliser l'espéranto comme une langue nationale, donc c'est ça qui la différencie, mais elle peut être utilisée comme une langue vivante, étrangère à apprendre. Donc elle est très intéressante en ce sens. Mais moi, j'ai un petit peu du mal avec l'espéranto, je vais être foncièrement honnête pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est uniquement dédié à ceux qui parlent des langues indo-européennes. Les langues indo-européennes, il y en a beaucoup, donc comme son nom l'indique, elles sont en Inde et en Europe. Dans les groupes, vous pouvez en retrouver de l'arménien par exemple, l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, les langues celtiques telles que le gaélique. Vous avez tout le groupe indique avec l'hindi, le punjabi, le bengali, etc. Le groupe comme le farsi d'Iran, le tadjik et le dari qui sont ses langues sœurs. Vous avez aussi les langues romanes, donc le portugais, le galicien, etc. Et enfin les langues slaves, dont font partie le polonais, le russe et le tchèque par exemple. Donc toutes ces langues-là sont dans la branche des langues indo-européennes et elles sont privilégiées pour pouvoir parler l'espéranto. Et moi, ce qui me dérange, c'est que souvent dans ces groupes-là, il y a aussi les langues coloniales. Ça veut dire que pour le reste du monde qui à la base ne parlait pas une langue indo-européenne, on doit passer par les langues coloniales. Et après, l'espéranto devient plus facile puisque la langue coloniale est du même groupe que l'espéranto. Et moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, dans le fait que ce soit toujours aux peuples qui n'appartiennent pas au groupe indo-européen de faire des efforts d'apprendre des langues indo-européennes et jamais l'inverse. Il y a, à mon sens, rarement l'inverse, c'est-à-dire des langues indo-européennes qui essayent d'être un petit peu moindre face aux langues de groupe ouralique dont fait partie le finlandais, le finnois ou ça dépend si vous dites finlando-finnois, c'est la même chose, ou l'estonien par exemple, ou les langues amérindiennes qui sont en perdition à cause de l'anglais et de l'espagnol, ou encore des langues aborigènes de l'Australie qu'il faut ne pas tuer parce qu'elles indiquent beaucoup de choses, et ainsi de suite. C'est toujours à ces peuples-là qui apprennent des langues indo-européennes pour des raisons historiques, soit ils ont été colonisés, soit ce sont des langues véhiculaires, de business, soit à l'inverse, c'est pour pouvoir communiquer avec une région dont la langue est dominante, etc.
toujours aux ces peuples-là de faire des efforts et non pas l'inverse. Et il y a quelque chose qui me dérange en espéranto, c'est que si vous n'êtes pas indo-européen dans votre langue ou que vous n'apprenez pas ces langues-là, ce sera très difficile. Je pense que un Chinois, s'il apprend l'espéranto, ce sera tout autant difficile, si ce n'est plus, que s'il apprend l'anglais. Donc c'est intéressant pour le groupe, intéressant pour la communauté qui tourne autour de l'espéranto, qui a un nombre de locuteurs assez important. Mais pour moi, on perd un petit peu en richesse linguistique avec cette langue-là, car elle a été créée par l'homme pour unir uniquement un seul groupe de langues et pas toute l'humanité. Et bien évidemment, pour moi, la seule clé pour que vous puissiez réussir à réunir toute l'humanité, c'est le polyglottisme que je défendrai jusqu'à ma mort. Apprenez plus de langues et vous aurez plus d'amis que imposer une langue et vous aurez non seulement des ennemis, mais surtout vous aurez une fermeture linguistique qui se fera beaucoup plus facilement et de façon durable. C'était tout pour cette vidéo, ce petit podcast. Merci à tous de l'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Ciao, ciao.